Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition des Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier, édition numéro 9 d'une série de 15 émissions. Alors, on s'approche petit à petit du temps des fêtes et on profite de cette petite présence, bien sûr, à la fin de l'automne pour se rendre aux abords du fleuve ici à Portneuf. On est dans un petit parc qui est juste à côté du magnifique quai de Portneuf, un joyau de la région. Et on va continuer notre émission. On a encore beaucoup de visites à faire un petit peu partout, autant dans Portneuf que dans Jacques-Cartier. On vous souhaite une très belle émission et on commence tout de suite avec notre capsule municipale. Aux abords du fleuve Saint-Laurent, à 30 km à l'ouest du centre-ville de Québec, la ville de Neuville constitue la porte d'entrée est de la MRC de Portneuf. Neuville compte une population de plus de 4000 personnes sur un territoire d'une superficie de 94,7 km². Neuville se démarque par la richesse de ses paysages, ses vues imprenables sur le fleuve, son patrimoine, son histoire, sans oublier son célèbre maïs. Étant aussi membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Neuville est reconnu comme l'un des plus beaux villages de la province. La présence de nombreux bâtiments anciens bien préservés, de monuments historiques classés en vertu de la loi sur les biens culturels et d'un ensemble historique d'intérêt régional englobant la rue des Érables et l'ancien noyau villageois confèrent une vocation patrimoniale et historique importante au territoire de Neuville. Il symbolise son riche passé historique. Revêtant un caractère champêtre, la ville de Neuville se distingue par l'importance de ses terres cultivées qui dominent le paysage. Les producteurs de Neuville ont acquis une réputation très enviable au fil des ans sur les marchés régionaux en ce qui a trait à la qualité et la variété de leur maïs sucré. Cette réputation permet aux producteurs de Neuville de se démarquer des autres producteurs de la grande région de Québec. Ses principaux attraits touristiques sont la réserve naturelle du marais Léon-Provencher, qui est un milieu naturel à vocation pour la protection de la faune et de la flore. D'une superficie de 125 hectares, la réserve s'étend sur deux plateaux entre le fleuve Saint-Laurent et la route 138. La réserve naturelle du marais Léon-Provencher est ouverte à tous et facilement accessible. La marina appartient au club nautique Vauclin et elle est accessible au début du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre. Elle est en eau profonde et elle peut accommoder 110 embarcations à l'abri des vents et des courants. Les services à quai comprennent vigie et accueil, assistance de la garde côtière, eau potable, électricité, carburant, vidange de fosse septique et rampe de mise à l'eau. On termine les attraits touristiques par le domaine des Trois Moulins, qui est le seul vignoble sur le territoire de la ville de Neuville. Il est situé sur un plateau entre le fleuve Saint-Laurent et la route 138 et bénéficie d'un microclimat profitable aux vignes pour la production de vin. Le Comité Voisy de Saint-Raymond est un organisme à but non lucratif qui contribue activement au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées,
avec des limitations du nord de la MRC de Portneuf depuis 1980 et compte 537 membres. Pour être membre, il en coûte 5 $ par année. Nous offrons des services de transport et accompagnement pour des rendez-vous médicaux dans la région de Portneuf et de Québec. Nos bénévoles accompagnent nos membres pour faire des commissions, remplissent des rapports d'impôts et divers formulaires. Un marchand de lunettes vient au local du comité Vas-y et avec la prescription et vend des lunettes à un prix modique. Le comité Vas-y s'appuie sur plus de 30 bénévoles qui offrent gratuitement leur temps pour accompagner et rendre service à ses membres. Les besoins sont grands et nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles qui s'impliquent dans leur communauté. Le comité Vas-y est fier d'offrir le nouveau service de livraison de repas à domicile et remercie la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine et Mme Francine Lesage pour leur collaboration. Donc, le comité Vas-y existe depuis 1980 à Saint-Raymond. C'est des services qui s'adressent à la population de Saint-Raymond, de Saint-Léonard, de Lac-Sergent, Sainte-Christine, Rivière-à-Pierre et de Pont-Rouge. Nos activités principales, c'est faire du transport accompagnement. Donc, on fait du transport accompagnement vers les hôpitaux de Québec et les cliniques privées. Et on fait aussi du transport accompagnement pour les gens qui veulent aller faire des commissions. Donc, pour aller à l'épicerie, pour aller à la pharmacie et dans les institutions financières. Jusqu'à ce jour, nous avons en fait 700 usagers. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est dès que la personne connaît l'heure de son rendez-vous et la date de son rendez-vous, elle communique avec nous et nous donne les mêmes informations. Donc, la date, l'heure et le lieu où elle doit se présenter. Et la réceptionniste qui s'occupe de la gestion des transports, en fait, recommunique avec la personne qui en a fait la demande la veille de son rendez-vous pour lui confirmer le nom de son chauffeur et l'heure à laquelle il va aller la chercher à son domicile pour l'accompagner à son rendez-vous. Je vous dirais qu'on est en mesure de répondre à 100 des demandes et jusqu'à maintenant, on fait de 250 à 300 transports par mois. Maintenant, nous avons 26 bénévoles. Nous avons 26 bénévoles, dont 14 hommes et 12 femmes. C'est sûr la demande de transport est grandissante à chaque année et puis on a toujours besoin de bénévoles. Alors, pour être bénévole, il s'agit de vouloir partager son temps et avoir un bon dossier de conduite. Et puis, avec nos chauffeurs, on les rembourse à raison de 39 cents du kilomètre et on défraie aussi les frais de repas. Vous savez que les premières fois ont commencé en 1961.
grâce à mon collègue Michel Gaumont, qui est bien intéressé et qui a fait quand même un ouvrage à ce moment-là assez extensif. Mais ça a pris à peu près une vingtaine d'années avant qu'on puisse revenir sur le site et faire d'autres fouilles. Étonnant, n'est-ce pas, pour un site qui a été classé en 1978, vous savez. Et étonnant aussi parce qu'on peut calculer que c'est un site d'importance nationale. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ils connaissent un petit peu le positionnement du site du Fort Jacques-Cartier dans l'histoire, et c'est vraiment dommage que ce site-là ait tombé dans l'oubli. C'est sûr qu'on ne reviendra pas sur tout le contexte qui permet d'expliquer ça. Et sauf que le ministère a toujours eu à cœur le développement des ressources archéologiques et puis l'intérêt de mettre en valeur le site du Fort Jacques-Cartier. Et justement, ce travail-là est vraiment, on atteint ce but par la formation d'étudiants en archéologie. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour aussi comprendre qu'est-ce qu'on a découvert, parce qu'en réalité, c'est Jacques Guimont qui a fait la recherche ici, assisté de Simon Santerre. Donc, notre intérêt dans tout ça, c'est que les fouilles archéologiques soient soutenues par la municipalité, par le ministère de la Culture, par la MRC. C'est vraiment pour nous un terrain de formation. On a 5 étudiants qui sont au programme de bac en archéologie à l'Université Laval et un qui commence le programme de maîtrise. Donc, celui qui fait la maîtrise va rédiger le rapport de recherche, Simon, et à la suite de ça, il va entreprendre un mémoire de maîtrise. Alors, pour situer le Fort Jacques-Cartier dans l'ensemble, dans le contexte historique, il faut dire que le Fort Jacques-Cartier, ce qui est important de retenir, c'est qu'il a été construit immédiatement après la bataille des Plaines d'Abraham. On sait que sur les Plaines d'Abraham, en fait, les Français ont perdu la bataille, mais à ce moment-là, la colonie, la Nouvelle-France, n'était pas encore perdue. Alors, le chevalier de Lévis prévoyait déjà une contre-offensive au printemps 1760. Alors, en vue de cette contre-offensive-là, il a en fait construire le Fort Jacques-Cartier dans le but de rassembler les troupes, d'une part, avant l'attaque du printemps suivant, et d'autre part, pour empêcher, vous allez voir tout à l'heure à quelle hauteur on se situe par rapport au fleuve, empêcher la flotte anglaise d'aller jusqu'à Montréal. Alors, le chevalier de Lévis avait déjà repéré le site parce que déjà, Montcalm, l'été auparavant, l'été 1759, avait déjà lui-même était déjà venu sur le site lui-même et avait fait déjà construire des fours et un site d'approvisionnement. Alors, le site était déjà connu à l'été 1759. L'idée, évidemment, on comprendra qu'avec la rivière Jacques-Cartier, évidemment, qui est un accès très important, on voulait protéger tout le secteur. On est près de Québec. Alors, à ce moment-là, on a pu, même pendant l'hiver, faire quelques raids pour harceler un petit peu les Anglais. Mais c'est au printemps 1760 qu'on va faire la contre-attaque. Le fort ici a quelque chose de particulier aussi parce qu'il n'est pas le seul fort qui a été construit dans cette optique. Il faut penser que le fort se situe dans un ensemble en Nouvelle-France. Il y a 2 autres forts qui sont très importants également à la même époque, c'est-à-dire le fort Lennox, à l'île aux Noix, sur le Richelieu. Pas le fort Lennox qu'on connaît actuellement parce que le fort Lennox actuel est le fort britannique, mais le fort français qui a précédé est construit dans le même contexte, de même que ce qu'on appelle le fort Lévis près du lac Ontario, qui sont là tous les 3 en fait pour protéger ce qui reste de la colonie de la Nouvelle-France à ce moment-là. Ce sont les dernières défenses en fait de la Nouvelle-France. Deuxièmement, ce qu'il faut considérer qui est très important, c'est que le fort Jacques-Cartier est un fort de campagne. Une fortification de campagne, ça signifie que c'est une fortification qu'on élève parce qu'il y a une campagne militaire. C'est pas un site où on va ériger un fort qui devra être permanent, c'est vraiment dans un but spécifique. Alors, comme on a très peu de temps pour le construire parce qu'on est déjà à l'automne, la bataille des Plaines d'Abraham a lieu le 13 septembre, on arrive ici le 18 septembre et dès le 28, on commence la construction. Alors, on utilise donc les matériaux qui sont à portée de la main, immédiatement disponibles, soit dans le cas qui nous intéresse, de la terre. Alors, vous allez constater tout à l'heure qu'on a ici des remparts qui sont faits en terre. C'est beaucoup plus simple de construire évidemment en terre qu'en pierre parce que c'est plus rapide. C'est une question vraiment de rapidité. L'hiver s'en vient rapidement. Je voulais juste vous montrer les pierres qui sont là. C'est un escalier. On a fait un sondage dans l'escalier pour voir s'il y avait une continuité entre les pierres, puis pour trouver des objets qui nous auraient permis de dater l'escalier, de le relier à la construction du fort. On a des bons indices qui nous permettent de croire que c'est un escalier qui date du fort, mais bon, ça fait partie de l'archéologie, on n'a pas trouvé d'objet qui nous montre clairement que c'est un escalier du fort, mais on en a un autre un petit peu plus loin. Donc ici, sur la pointe du fort, c'est vraiment notre principal champ de bataille, si on veut.
C'est ici que nos fouilles se sont concentrées pour les 2-3 premières semaines, les 3 premières semaines. Puis bon, ce qu'on a fait comme découverte ici, je vais vous parler un peu des choses qu'on voit dans les trous. Puis ensuite, je vais vous parler des objets. On a quelques exemples d'objets qui sont à l'autre bout, là, où je vais vous emmener plus tard. Mais bon, pour ce qu'on voit dans les trous ici, vous voyez les butons qui sont cordés, si on veut, ici, le long du rempart. Ça aurait été les embrasures à canon. C'était les embrasures à canon. Puis bon, on s'est dit qu'on allait fouiller l'embrasure à canon pour documenter la façon dont elle était construite. Ce qu'on a ici, c'est la joue de l'embrasure à canon. Donc on s'est dit qu'on allait couvrir les joues, puis aller vers l'extérieur pour avoir une partie de l'emplacement où auraient été les plateformes à canon à l'époque. Donc, ce qu'on a, on avait fait un sondage aussi des deux côtés là, de la butte qu'on appelle un merlon. Puis, bon, ce qu'on a ici, on a arrêté de fouiller parce que c'est le sol que les Français ont utilisé lors de la construction du fort. Probablement qu'il provient du chemin de ronde, puis de l'escarpe, parce que vous avez remarqué, là, le chemin de ronde est vraiment régulier tout le tour. C'est pas un hasard. L'escarpe aussi, elle a vraiment une pente régulière tout le tour. Ça non plus, c'est pas un hasard. Donc, ça a probablement été façonné de cette façon-là, à partir de la pente naturelle. Puis, les terres supplémentaires auraient été remontées ici. Ce qu'on a de ce côté-ci, à l'intérieur, où avaient les plateformes à canon, vous voyez les aménagements de pierre. Ça aurait servi à asseoir les plateformes à canon aux quatre coins. Puis on a une bonne idée de la dimension, de la largeur et de la longueur des plateformes à canon. Dans le trou qui est juste au côté, on avait aussi un aménagement de pierre qu'on a retiré pour voir ce qui se cachait en dessous. Mais on a une continuité d'un aménagement de pierre à l'autre. Probablement qu'il y avait deux fonctions. Une qui serait de retenir la poussée des terres là, du merlon. Puis la principale, asseoir les plateformes à canon. Confirmé? Non, tout ce qu'on a ici, c'était dans le sondage. Dans cette partie-ci du sondage, on avait une couche de cendre avec à l'intérieur des petits ciseaux blanchis. Cette couche de cendre-là reposait dans le sol. Il y avait un peu de sol stérile sur le dessus, puis en dessous. Le sol stérile, c'est le sol qui ne contient aucun artefact, donc qui précède l'occupation humaine à certains endroits. Donc, si une couche de cendre repose dans le sol stérile, il y a de fortes chances que ce soit un passage amérindien, mais on n'a pas retrouvé d'objets ou d'ossements ou d'aménagements de pierres circulaires qui nous permettent d'affirmer hors de tout doute qu'on a une présence amérindienne, mais il est possible qu'on ait une présence amérindienne.
Je m'appelle Elia, je viens du Portugal et j'ai fait une résidence ici à Deschambault pendant 3 semaines. La résidence artistique a eu lieu dans la sacristie de l'église de Deschambault. Je travaille avec des tissus et je travaille avec une machine à coudre où je fais des grands dessins. La plupart du temps, je développe l'idée des mémoires, d'identité, de temporalité. Et là, j'ai travaillé pour la première fois des tissus, du lin. Donc, j'ai développé 2 travails. Un premier travail que j'ai développé à la main. Je fais de broderie sur tissu de lin avec des fils dorés. Là, j'ai travaillé un peu l'idée de 2 personnes qui sont écrites pendant plusieurs années. Et un deuxième travail où j'ai utilisé plusieurs petits morceaux de tissu de lin assemblés. J'ai amené avec moi des tissus du Portugal que j'ai mélangés avec les autres tissus d'ici, de lin d'ici. Et donc j'avais une superficie faite avec plusieurs petits morceaux de tissu. Et sur cette superficie-là, j'ai dessiné un personnage, un visage. J'ai utilisé plusieurs tissus que j'avais chez mes parents. C'est la maison où j'ai habité, où j'ai vécu mon enfance et que maintenant on doit la vider. Et c'était pendant ce processus-là que j'ai amené j'ai mis à côté plusieurs tissus, j'ai fait plusieurs photos et c'était à partir de cette idée-là que j'ai développé plusieurs travaux.